Parfait. Donc, on passera au dernier bloc de la matinée. Peut-être un survol, je dirais, là, sur l'encadrement réglementaire. Ouais. Et puis, on a un petit sondage de quelques minutes là, pour terminer la rencontre. Voici les grandes étapes auxquelles on doit s'adresser là, pour pouvoir arriver jusqu'à opérer les nouvelles cellules d'enfouissement. Il y a un avis de projet qui est déposé. Ensuite, il y a une cascade d'étapes qu'il faut franchir. Il y en a certaines pour lesquelles Valoris a un grand contrôle. Il y en a d'autres pour lesquelles ça va nous échapper complètement parce que c'est le ministère de l'Environnement qui prend la relève. L'avis de projet qui a été déposé en 2017, voici ce qu'il fallait produire dans l'avis de projet, les informations à donner sur ce qu'on pensait à ce moment-là, comment est-ce que ça va s'organiser. Ensuite, le ministère nous envoie comme un accusé de réception sous forme d'une directive. Il y a une directive générale pour tous les sites d'enfouissement, mais là, il y a des points spécifiques pour notre projet à nous autres. C'est le document, puis ce n'est pas un document qui est simple à digérer, là. Ça explique là, tout ce qu'il faut faire, les études d'impact, ainsi de suite. Les études d'impact, c'est le promoteur qui est responsable de faire des études d'impact. Voici ce que ça comprend. Études géotechniques, hydrogéologiques. Études techniques, c'est la conception du site, le traitement des eaux, les biogaz, la torchère pour le biogaz. Ensuite, les études d'impact, proprement dites, sur l'environnement, sur le milieu et sur les populations. Ce que j'ai oublié d'indiquer, c'est qu'il y a aussi une étude qui est faite pour tenir compte de l'impact visuel. C'est une étude qui est en cours puis qu'on va performer. Plan de gestion des enjeux sociaux et communautaires, c'est ce qu'on fait présentement. Il y a un dépôt préliminaire de tout ça qui est fait au ministère de l'Environnement en juillet 2019. Les contrats qu'on donne aux firmes, c'est des firmes spécialisées. C'est des contrats qu'on donne via des appels d'offres publics. Il y a 4 contrats de données plus 1 pour l'étude de l'impact visuel. Ici, c'est la firme Transfert Environnement qui nous accompagne, dont on apprécie beaucoup les services et les conseils. Ensuite, une fois que l'étude d'impact préliminaire est déposée, là, c'est le ministère qui rentre en ligne de compte. Les experts multiministères, ministère du Transport et ainsi de suite, ils font l'analyse de tout ça et ils nous reviennent avec des questions. Ils consultent, c'est-à-dire qu'ils challengent nos consultants. Puis ensuite, une fois que tout est accepté, il y a un document qui est transmis au ministère. C'est un avis de recevabilité. Fait que le ministère, ce qui dit, votre projet est recevable. Et le ministère donne ensuite un mandat au Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP. Le BAP prend en charge la suite du processus. Le BAP, sur une période de 30 jours, va communiquer avec les citoyens, va informer les citoyens du projet et de l'étude d'impact sur l'environnement. Le BAP va tenir une séance d'information dans la communauté. C'est eux autres qui décident où que ça se fait, quand que ça se fait. Valoris, on est... Juste dire que cette période d'information-là, c'est à la grandeur du Québec. Donc, tout le monde y a accès via les différentes bibliothèques publiques et compagnie. Et vous avez l'opportunité d'adresser au ministre des préoccupations. Et lui, il va en tenir compte dans la démarche qui va être adressée au commissaire pour la démarche supplémentaire. Donc, vous avez déjà une étape importante comme citoyen. Évidemment que ça prend... Vous devez adresser ça sous forme d'un rapport et puis soulever les éléments qui vous préoccupent par rapport à la version finale avec laquelle vous allez travailler, là, qui peut être... il va être probablement différent du rapport préliminaire. Mais vous avez déjà une étape importante et vous pouvez, comme citoyen, intervenir. Vous n'avez plus la relation directe comme ici, vous avez affaire avec des ministères. Donc, c'est un peu différent. Et ce qu'on fait aujourd'hui, ça va être consigné dans le rapport, ça va être dans l'étude d'impact, là. Vos préoccupations, vos questions, c'est consigné. Et notre façon de vous répondre, là, on va répondre à vos questions, à vos préoccupations. Ça va être également adressé dans l'étude d'impact. Il y a un résumé de l'étude d'impact qui va être rendu public. Denis le dit, ça va être via le site Internet du ministère, ça va être dans les bibliothèques, c'est public pour toute la province. Ensuite, dans la période d'information publique, mais c'est un texte que j'ai soutiré là, du site Internet du BAP. C'est là, comme Denis l'a dit, que les citoyens peuvent donner leur avis.
Après ça, s'il y a des audiences publiques en tant que telles, parce qu'il peut y avoir une période de médiation, ça peut aller en audience publique, c'est le BAP qui décide, c'est le ministère, c'est le gouvernement qui décide. C'est une étape qui prend la première. C'est en 2 étapes. L'audience publique, après ça, le rapport, ça dure 4 mois, chacune des étapes. Il y a, une fois que le BAP, les commissaires du BAP ont remis le rapport, il y a encore une suite d'itérations entre le ministère de l'Environnement et le promoteur pour des points spécifiques, des engagements qu'on va nous demander de prendre. Puis il y a des questions-réponses avec le promoteur. Ensuite, il y a un décret ministériel. C'est-à-dire qu'au BAP, ils ont l'opportunité de venir parler aussi. Tout à fait. Au BAP, vous avez le loisir de déposer des mémoires, de vous présenter aux audiences publiques. Ça inclut des audiences publiques pour lesquelles Valoris est impliqué, mais ce n'est pas nous autres qui va diriger les audiences publiques. C'est le BAP. Les citoyens vont être là, nous autres, on va être là, on va être interrogés par les citoyens, puis également interrogés par les commissaires. Ensuite, il y a un décret ministériel qui est émis. Lorsque le site d'enfouissement, le LES, a été transféré en LET, il y a eu un changement de réglementation. Là, on recule dans les années 2000, 2006, 2007, 2008. Là. On changeait de réglementation. Ça n'existait pas, un décret ministériel. À cette époque-là, le promoteur n'était pas tenu de faire un processus d'audience publique. C'était une façon de faire une transition souple vers le LET. Tous les premiers LET ont été configurés et autorisés pour des périodes d'à peu près 10 ans. Maintenant, il y a le décret ministériel qui va envelopper l'autorisation qu'on demande, hein, l'autorisation globale qui va permettre de faire de l'enfouissement sur une période de 50 ou 60 ans, dépendamment de ce qu'on va enfouir à chaque année. Cependant, on le voit plus loin, le ministère de l'Environnement nous demande de faire une demande de certificat d'autorisation, c'est dans le processus, qui nous donne une autorisation pour faire d'enfouissement sur une période de 10 ans. Ils vont nous dire, sur 10 ans, faites telle quantité d'enfouissement. Après ça, revenez nous voir. Une fois que notre première période de 10 ans va être faite, est-ce qu'ils vont nous redemander d'aller au BAP, refaire? On espère que non. Mais c'est les politiciens, c'est le gouvernement qui décide, là. Mais la nouvelle structure est faite pour permettre d'avoir des autorisations qui nous permettent, comme gestionnaire, d'avoir des visées à plus long terme. Ensuite, là, la balle revient dans notre camp. Le BAP nous a autorisé à faire le projet, à faire des recommandations au ministère. On a eu notre décret, on fait des plans de vie. On va déposer ça au ministère, des plans de vie, pour une période d'à peu près 10 ans. On va aller en appel d'offres, mais il faut, avant de construire là, des cellules pour cette période-là, on va devoir avoir un certificat d'autorisation, comme je l'ai dit. Ensuite, c'est les appels d'offres publics pour la construction. Généralement, ce qu'on fait, on construit une cellule à la fois, on la remplit, après ça, on la ferme. La demande de décret, on pense l'avoir vers 2021. Notre site d'enfouissement, présentement, on devrait avoir atteint sa capacité en 2020. Notre plan A, c'est de repartir l'usine de façon à diminuer ce qu'on enfouit présentement. Mais on va quand même devoir faire une demande pour un décret d'urgence pour une période d'1 an où est-ce qu'on va aménager la cellule numéro 7. Mais la mise en opération, la nouvelle autorisation, là, c'est en 2021. Ici, ce qu'on veut souligner, là, c'est qu'on a déposé notre avis de projet en août 2017. On va pouvoir commencer à faire l'enfouissement en 2021. C'est un processus qui dure 4 ans. C'est assez long.